vais donc vous présenter 3 articles publiés au cours des derniers mois qui sont susceptibles de changer vos pratiques cliniques dans le domaine de la fibrose. Je n'ai pas de lien d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, le premier a été publié par Philippe Newsom et al. Dans The Lancet Gastro et s'intitule « Fast Score pour l'identification non invasive des patients avec une stéatohépatite non alcoolique, une activité significative et de la fibrose ». Donc, la stéatose hépatique concerne actuellement 25 à 35% de la population générale et les prédictions pour les années à venir aux États-Unis montrent qu'en 2030, elle concernerait plus de 100 millions de patients, dont à peu près 25% avec une NASH. Et il est évident qu'on ne peut décemment pas effectuer une biopsie hépatique chez autant de patients. Et l'objectif de cette étude était donc de développer un algorithme qui permet d'identifier les patients éligibles aux essais cliniques, c'est-à-dire ceux qui présentent une NASH, une fibrose supérieure ou égale à F2 et un score NAS supérieur ou égal à 4. Le score NAS, c'est l'association de 3 items, la stéatose, l'inflammation lobulaire et la ballonisation hépatocytaire. Il s'agissait d'une étude prospective multicentrique avec une cohorte dérivation et une cohorte de validation. L'objectif primaire était d'étudier la précision diagnostique du CAP. Les patients qui ont été inclus avaient un âge supérieur ou égal à 18 ans, avaient une indication de biopsie hépatique indépendamment de cette étude et des mesures non invasives effectuées moins de 2 semaines avant ou après la biopsie. Étaient exclus les patients qui avaient une autre cause d'hépatopathie chronique et 5 paramètres ont été étudiés dans cette population. L'élasticité hépatique mesurée par FibroScan VCTE, le CAP, le taux d'azate, le taux d'alate et le ratio azate sur alate. 350 patients ont été inclus dans la cohorte de dérivation avec des caractéristiques classiques, une majorité d'hommes, un âge médian de 54 ans, une élasticité hépatique médiane à 8,9 kPa, 69% des patients avaient une NASH et la moitié des patients de cette cohorte de dérivation répondaient aux critères, à savoir NASH, un NAS supérieur ou égal à 4 et une fibrose supérieure ou égale à F2. Dans la cohorte de validation, qui correspondait en fait aux données poolées de 7 études indépendantes, donc 1026 patients, les caractéristiques étaient similaires, à l'exception peut-être des critères d'éligibilité aux essais, puisqu'ils ne concernaient que 27% des patients. Donc, l'élasticité hépatique, le CAP et le taux d'azate avaient les meilleures performances pour déterminer les patients éligibles aux essais, et l'équation qui en résulte a été dénommée FAST Score. Et ce FAST Score avait une ROC de 0,80 dans la cohorte de dérivation pour déterminer les patients éligibles aux essais. Le ROC était tout à fait similaire dans la cohorte de validation à 0,85 et 2 seuils ont été fixés. Un FAST Score inférieur à 0,35 permettait d'éliminer les patients éligibles aux essais avec une sensibilité d'au moins 90% et une valeur prédictive positive de 0,83 et un FAST Score supérieur ou égal à 0,67 permettait d'affirmer l'éligibilité aux essais avec une spécificité d'au moins 90% et une valeur prédictive négative de 0,85. Avec ces seuils, 39% des patients étaient situés en zone grise. En conclusion, le FAST Score, qui est une équation qui comporte l'élasticité hépatique mesurée par FibroScan VCTE, le CAP et le taux d'azate, permet d'identifier les patients avec une NASH éligible aux essais cliniques avec de bonnes performances. La limite de ce score est qu'il a une performance moins bonne lorsque la prévalence est faible, et on le voit notamment parce que dans la cohorte de validation, certaines des sous-cohortes avaient une prévalence plus faible et le score avait de moins bonnes performances. Les auteurs se sont demandé s'il y avait un intérêt de répéter le FAST Score quelques mois après la première évaluation pour classer les patients qui étaient initialement en zone grise.
Deuxième article de Stephen Harrison et al., publié également dans le Lancet Gastro, qui s'intitule « Panel de biomarqueurs sanguins pour le diagnostic non invasif de la NASH et de la fibrose hépatique ». Donc vous le savez, les déterminants pronostiques dans la NASH à long terme sont l'activité et le stade de fibrose, qui sont 2 paramètres histologiques. Les tests non invasifs disponibles ont des performances variables, mais pas complètement satisfaisantes. Et donc l'objectif de cette étude, assez similaire à la précédente, était de développer et de valider un score biologique pour identifier et exclure les patients avec une NASH dite à risque, c'est-à-dire un score NAS supérieur ou égal à 4 et une fibrose supérieure ou égale à F2. Il y avait également une cohorte de dérivation qui était issue d'une étude de phase 2B randomisée comparant l'élafibranor au placebo et une cohorte de validation constituée de 2 cohortes indépendantes. Les patients inclus avaient une NASH, un score NAS supérieur ou égal à 3 et une fibrose F0 à F3, donc les patients atteints d'une cirrhose étaient exclus. 109 variables cliniques et biologiques ont été analysées dans cette population et 4 biomarqueurs ont été finalement retenus comme associés à la NASH à risque. Il s'agissait du MIR34A5P, de l'alpha-2 macroglobuline, YKL40 et de l'hémoglobine glyquée, qui ont donc été pondérés avec des facteurs et l'équation du Ni-score a ainsi été construite. 239 patients ont été inclus dans la cohorte de dérivation. Ils avaient un score NAS médian à 5, 44% d'entre eux avaient une NASH à risque et 702 patients ont été inclus dans la cohorte de validation avec des caractéristiques similaires. Le NIS4 permettait d'identifier les patients atteints d'une NASH à risque dans la cohorte de dérivation avec une ROC à 0,80 et le ROC était également de 0,80 dans la cohorte de validation. Et le NIS4 faisait mieux que chacun de ses composants pour déterminer la NASH à risque. Un NIS4 inférieur à 0,36 permettait d'exclure la NASH à risque avec une sensibilité de 81% et une valeur prédictive négative de 81% également. Et un NIS4 supérieur ou égal à 0,63 permettait d'affirmer le diagnostic de NASH à risque avec une spécificité de 90% et une valeur prédictive positive de 78%. Avec ces seuils, 30% des patients étaient en zone grise. Si on compare aux autres tests non invasifs déjà existants, eh bien, le NIS4 faisait mieux que le FIB4, le NAFLD Fibrosis Score, l'APRI et le LF. En revanche, il avait des performances similaires au FibroScan. Pour affirmer la NASH à risque, seuls 5% des patients étaient mal classés avec le NIS4 et 7% avec le FibroScan. Et pour l'infirmer, 4% mal classés avec le NIS4 et 2% avec le FibroScan. En conclusion, le NIS4, qui est une équation faite de 4 biomarqueurs sanguins, permet d'identifier la NASH à risque avec de bonnes performances. La limite, c'est qu'il n'y avait pas de patients atteints d'une cirrhose dans cette étude. Les auteurs se sont demandé si, comme cela a déjà été fait, la combinaison de tests non invasifs permettrait de réduire le nombre de patients dans la zone grise. Et également, si la répétition du NIS4 au cours du temps permettrait de suivre les patients qui étaient initialement classés comme n'ayant pas de NASH à risque. Un troisième et dernier article de Monica Ponce et al., publié dans JI Hépatol, qui s'est intéressé à la prédiction non invasive des événements hépatiques chez les patients avec une hépatopathie chronique compensée avancée liée au virus de l'hépatite C après traitement antiviral. Donc vous savez que les antiviraux d'action directe permettent l'obtention d'une réponse virologique soutenue dans plus de 99% des cas. En revanche, la diminution des complications hépatiques et de l'apparition de carcinomes hépatocellulaires de novo après traitement est moins certaine. L'hépatopathie chronique compensée avancée a été
définie comme l'absence de décompensation antérieure et une élasticité hépatique supérieure ou égale à 10 kPa. L'objectif était de décrire l'incidence des événements hépatiques chez des patients atteints d'une hépatopathie chronique compensée avancée liée au virus de l'hépatite C, après traitement antiviral et obtention d'une réponse virologique soutenue à 12 semaines, et d'identifier des marqueurs non invasifs afin de prédire les complications hépatiques. Les événements hépatiques, c'était l'apparition d'un carcinome hépatocellulaire, une décompensation œdémato-acétique, de l'encéphalopathie hépatique, un syndrome hépatorénal ou une rupture de varices œsophagiennes. Il s'agissait d'une étude prospective, bicentrique, barcelonaise, dans laquelle ont été inclus des patients avec une hépatopathie chronique compensée avancée, Child-Pug A, qui ont été traités par antiviraux d'action directe et chez qui la réponse virologique soutenue à 12 semaines a été obtenue. Les données cliniques, biologiques et d'élasticité hépatique ont été recueillies avant de débuter le traitement, puis un suivi biologique tous les 6 mois a été réalisé et une nouvelle mesure d'élasticité hépatique 12 mois après la fin du traitement. Les patients ont été suivis jusqu'au premier événement hépatique, au décès ou jusqu'à fin décembre 2018. 572 patients ont été inclus. Il s'agissait à 49% d'hommes avec un âge médian de 64 ans, un virus de l'hépatite C majoritairement de génotype 1. 91% des patients étaient Child-Pug A5 et 37% des patients avaient une élasticité hépatique supérieure ou égale à 20 kPa avant le début du traitement. Un an après la fin du traitement, presque 40% des patients avaient une élasticité hépatique inférieure à 10 kPa et donc plus de 70% des patients ont présenté une diminution de leur élasticité hépatique entre le début du traitement et un an après la fin du traitement, amélioration qui était définie par une diminution d'au moins 20% de l'élasticité hépatique. Donc les 572 patients inclus ont été suivis pendant 2,9 ans, suivi médian, et au cours de ce suivi, 3% des patients ont été perdus de vue, 5 patients sont décédés d'une cause non hépatique, aucun patient n'est décédé de cause hépatique, et 6% des patients ont présenté des événements hépatiques, 25 patients un carcinome hépatocellulaire, 3 patients une décompensation œdémato-acétique, 2 patients une rupture de varices et 2 patients un cholangiocarcinome. Donc, le carcinome hépatocellulaire était l'événement hépatique le plus fréquent, avec une incidence de 1,5 pour 100 patients année. En analyse univariée, les facteurs qui étaient associés à la survenue d'un carcinome hépatocellulaire au cours du suivi étaient l'âge, le taux d'albumine, à la fois à baseline et un an après la fin du traitement, et une élasticité hépatique supérieure à 10 kPa un an après la fin du traitement. En analyse multivariée, les facteurs associés au développement du carcinome hépatocellulaire au cours du suivi étaient l'albumine à baseline et à un an de la fin du traitement, et une élasticité hépatique inférieure à 10 kPa. Les auteurs ont donc constitué 2 groupes selon le risque de développer un carcinome hépatocellulaire après obtention de la réponse virologique soutenue. Les patients avec une élasticité hépatique supérieure ou égale à 20 kPa ou comprise entre 10 et 20 et une albumine à un an de la fin du traitement inférieure à 44 grammes par litre étaient considérés comme ayant un risque plus élevé de développer un carcinome hépatocellulaire. En conclusion, on peut, à partir de l'albumine avant le début du traitement, de l'albumine un an après la fin du traitement et de l'élasticité hépatique un an après la fin du traitement, établir 2 groupes de risque de patients vis-à-vis du carcinome hépatocellulaire, un groupe à faible risque et un groupe à plus haut risque. Toutefois, il y avait également des carcinomes hépatocellulaires apparus dans le groupe à faible risque, et donc ces résultats ne nous dispensent pas de poursuivre le dépistage du carcinome hépatocellulaire, même chez les patients qui sont considérés comme à faible risque.
La limite évoquée dans cette étude était l'unique mesure d'élasticité hépatique au cours du suivi, qui ne nous permet donc pas d'établir de cinétique. Merci pour votre attention.